Samedi 21 février 2015, cette semaine dans le grand show de l'info à Cuba, timide rapprochement entre les États-Unis et la petite île. Neo, une nouvelle chaîne de café pour les Africains qui s'inspire de la marque Starbucks. Et puis le trafic droïde et les justiciers cyclistes de Londres, bardés de petites caméras à vélo ou en voiture sur les routes anglaises et plus particulièrement à Londres. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Le 17 décembre, les États-Unis et Cuba ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques après 53 ans de rupture. Conséquence, certaines restrictions qui touchaient l'île devraient être bientôt assouplies, notamment celles sur les voyages et les transferts d'argent. Mais pour l'instant, les Cubains peinent à voir le changement. Il y a bien ici et là quelques signaux d'une nouvelle ère à Cuba, mais dans les faits, bien peu de choses ont changé depuis que Washington et la Havane ont annoncé le rétablissement de leurs liens diplomatiques rompus depuis 53 ans. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'ils ont libéré les prisonniers. J'espère qu'on va voir petit à petit des changements, mais tout ne peut pas se faire en un jour. Le dégel fait suite à des négociations secrètes appuyées par le Vatican, à l'issue desquelles la Havane a accepté de libérer 53 prisonniers politiques, ainsi qu'un ressortissant américain emprisonné depuis 5 ans. De son côté, Washington a libéré 3 agents cubains et envisage de mettre fin à l'embargo imposé à l'île depuis 1962. Les États-Unis se sont aussi ouverts à la possibilité de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Il va y avoir un processus de normalisation qui sera long et lent, mais dans l'immédiat, il y a déjà un changement positif. Il y a moins de pression sur l'économie et le gouvernement cubain, et ça devrait améliorer considérablement les choses. Parmi les mesures déjà annoncées, l'augmentation des sommes d'argent que les Américains pourront transférer à Cuba, qui passe de 2 000 à 8 000 $ par an. Les restrictions de voyage seront également levées pour certaines catégories de voyageurs qui pouvaient déjà se rendre sur l'île sous conditions, comme les chercheurs, les artistes ou les parents d'habitants de l'île. La conséquence pourrait être une explosion du nombre de visiteurs, à l'image de cet Américain venu en compagnie d'un galeriste new-yorkais pour rencontrer des artistes cubains. On reviendra aussi souvent qu'on le pourra pour apprendre autant que possible, parce qu'on croit que les choses sont en train de changer et qu'elles vont changer très vite. Mais pour ce défenseur des droits de l'homme qui a passé 8 ans en prison, la levée de l'embargo ne suffira pas à résoudre tous les problèmes de Cuba. Les liens avec l'opposition sont toujours très tendus et le président Raúl Castro refuse d'engager le dialogue. Je ne crois pas qu'il y aura un effet immédiat, surtout en ce qui concerne les droits civiques et politiques. Je crois que nous continuerons à vivre la même situation, parce que pour que ça s'améliore, il faut faire des réformes, et le gouvernement cubain ne veut pas de ces réformes. Côté américain aussi, le dégel pourrait prendre du temps, car Barack Obama ne pourra pas abroger l'embargo sans le soutien du Congrès. Un Congrès dominé par les républicains et majoritairement hostile à une telle mesure. L'Afrique est l'un des plus grands producteurs de café, mais rares sont les Africains qui ont l'habitude de déguster un cappuccino ou un latte. C'est avec ce constat qu'un jeune entrepreneur nigérien a lancé la chaîne Neo, espérant conquérir les grandes villes du continent. Reportage. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, vers l'Europe ou les États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos au Nigeria, un expresso dans un cappuccino dans un des établissements de la marque Neo. Le Nigérian Nogi Ndozi a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Neo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure.
Le Rwandais Kaitana John Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Et au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Aimwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au café Neo pour mon café latte. Pour l'instant, Neo compte 3 branches à l'Écosse et une à Kigali au Rwanda, mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain avec des Neo dans toutes les grandes capitales du continent. Le trafic droïde bardé de petites caméras, à vélo, en voiture sur les routes anglaises. Ils ont décidé de filmer les mauvais conducteurs et de dénoncer leurs infractions. Reportage à Londres avec l'un d'entre eux. Il se surnomme Trafic Droïde. Cet ennemi des automobilistes londoniens n'hésite pas à sortir son carton rouge pour chaque écart de conduite. Stop. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Baissez la vitre. Vous avez failli me renverser, vous le savez ça? Vous êtes un mauvais conducteur. Carton rouge. Et je vais vous dénoncer à la police. Vous êtes un homme dangereux. Équipé de 8 caméras, ce justicier un peu particulier se charge de faire respecter la loi sur les routes. Avec son allure de Terminator, il observe toutes les erreurs de conduite sur le chemin de son travail. Lewis a 49 ans, il est agent en télécommunication. C'est suite à un accident où il a failli mourir qu'il a décidé de faire changer les choses. J'ai moi-même eu un accident de voiture. Une voiture qui m'est rentrée dedans et j'ai cru que j'allais mourir. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Que puis-je faire pour rendre les choses meilleures sur la route? Il faut que quelqu'un se bouge et je vais faire quelque chose. Je vais travailler avec la police et utiliser la plateforme YouTube pour dénoncer les conducteurs. Selon la gravité des faits et la réaction du chauffard, il envoie ou non la vidéo à la police. En moyenne, 4 chauffeurs par jour sont ainsi dénoncés. Certains sont condamnés à une amende, d'autres se voient retirer leur permis. Combien de cas par jour? Je dirais en moyenne 25. Et sur ces 25 cas, je rapporte 4 cas à la police. J'analyse la situation, si c'est très grave ou juste une simple erreur. Si c'est une erreur, c'est pardonnable. Mais si c'est un acte délibéré d'ignorance sur la route, je dénonce. Et l'attitude de Lewis ne fait pas l'unanimité auprès des conducteurs. Les cyclistes sont le vrai problème, pour être honnête. Les conducteurs font des erreurs? Et les cyclistes alors? Aujourd'hui, une dizaine de cyclistes britanniques se sont trouvés une nouvelle vocation, repérer les automobilistes dangereux et les dénoncer en espérant qu'un jour, la route devienne un lieu sûr. Tout de suite, c'est le récap, le résumé de l'actualité de toute la semaine en images et en cours. Dans l'actualité cette semaine, plus de 200 tombes ont été profanées dans le cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin, ont annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur et le maire de la commune. Les tombes profanées ont été découvertes dimanche après-midi par une personne qui se rendait dans ce cimetière, abritant pour l'essentiel des sépultures anciennes. La communauté juive de cette commune étant aujourd'hui très faible. 5 adolescents mineurs ont été placés en garde à vue après la profanation de 200 tombes au cimetière juif de Sarre-Union, qui a suscité une vive émotion en France. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Saverne. Ces 5 mineurs qui ont bien avoué avoir agi par antisémitisme pur. Elles vont être placées dans un centre spécial et ces 5 mineurs encourent jusqu'à 7 ans de prison, moitié moins si l'excuse de minorité est retenue. Le chef de l'État, François Hollande, qui s'est rendu avec une classe d'écoliers dans le cimetière de Sarre-Union où il s'est recueilli en compagnie du grand rabbin de Strasbourg
René Gutmann, et du président du Consistoire central de France, Joël Mergui. Il a déclaré que les Juifs de France n'avaient pas à avoir peur. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les Juifs de France à venir s'installer en Israël. C'est signé, la France a signé lundi au Caire le premier contrat d'exportation de son avion de combat Rafale avec l'Égypte qui achète 24 exemplaires de ce fleuron de l'industrie aéronautique française. Le PDG du constructeur français Dassault Aviation, Éric Trappier, a signé le contrat au palais présidentiel en présence du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi et du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Manuel Valls a été contraint mardi de faire passer en force la loi Macron sur la croissance et l'activité devant le risque de voir les frondeurs du Parti socialiste torpiller un texte jugé crucial pour la crédibilité de sa politique économique. Le Premier ministre qui avait préalablement reçu le feu vert du gouvernement réuni en Conseil des ministres exceptionnel pour utiliser l'article 49.3 de la Constitution et engager la responsabilité de son équipe a ainsi conduit le quinquennat de François Hollande dans des eaux inexplorées depuis 2012. François Hollande a demandé mercredi au gouvernement français de poursuivre l'action de réforme pour redresser l'économie au lendemain du passage en force à l'Assemblée nationale sur la loi sur l'activité et la croissance dite loi Macron. Le gouvernement de Manuel Valls qui a finalement donc surmonté jeudi l'obstacle de la motion de censure déposée par l'opposition en réplique à son passage en force sur la loi Macron, un signe pour le Premier ministre qu'une majorité existe pour poursuivre les réformes. La motion présentée par l'UMP et les centristes de l'UDI n'a obtenu que 234 voix alors que 289 votes étaient nécessaires et seuls quelques députés du Front de gauche se sont ralliés à ce texte de la droite. Cette loi Macron est donc adoptée. La Grèce a présenté jeudi à ses homologues de la zone euro une demande officielle de prolongation de 6 mois de l'accord d'aide financière assortie d'importantes concessions de sa part, mais Berlin a rejeté la proposition jugée non pertinente avant qu'elle soit examinée vendredi par l'Eurogroupe à Bruxelles. Le ministère allemand des Finances Wolfgang Schäuble a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les partenaires européens de la Grèce dans le cadre du plan de sauvetage du pays en cours et dont le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras ne veut plus. Enfin, l'Ukraine et les combats qui se poursuivent vendredi dans l'est de l'Ukraine. Malgré les efforts renouvelés des Européens pour faire respecter le cessez-le-feu négocié à Minsk la semaine dernière, l'armée ukrainienne a fait état de 49 attaques par les séparatistes pro-russes sur ses positions au cours des dernières 24 heures et les rebelles ont eu recours à des roquettes, à l'artillerie et aux véhicules blindés pour ces attaques. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, de la France et de la Russie ainsi que l'Ukraine se sont mis d'accord par téléphone jeudi de faire un nouvel effort pour tenter de faire respecter ce cessez-le-feu, conclu, je vous le rappelle, le 12 février dans la capitale biélorusse. Et puis enfin, la SNCF qui a annoncé vendredi l'augmentation en mars du montant des amendes délivrées à bord des trains. Elles passeront de 35 à 50 euros pour les trajets courts et 50 euros de plus pour le prix du billet de plus de 150 km. Le montant de ces régularisations imposées lorsque le voyageur ne se présente pas spontanément au chef de bord n'avait pas été modifié depuis plus de 10 ans, c'était en 2003. Et si la régularisation n'est pas effectuée immédiatement, son montant pourra même atteindre 88 euros. Le prix du billet pour les trajets de plus de 150 km. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, c'était le récap. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis sous ce beau soleil et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le Grand Show de l'Info. Nous serons de retour en plateau, salut à tous.